Bon, c'est au son des tracteurs qui sont juste là qu'on va faire l'introduction pour ce rétromobile et donc la vente aux enchères d'Arcurial. On a fait RM Sotheby's, on a fait Bonhams au Palais éphémère. Je vous invite à regarder aussi les vidéos, je vous mettrai voilà, les liens en commentaire ou en description. Mais c'est parti du coup pour cette troisième journée dédiée à l'automobile. Bon allez, c'est parti, on commence avec un duo de Ferrari mythique 250 GT Lusso, comme quoi le badge finalement sur la GT C4 Lusso par exemple n'est pas nouveau, et là vous avez une superbe Daytona. C'est plutôt version coursifiée sur cette voiture et la version vraiment élégante, raffinée, d'ailleurs éligible au concours d'élégance de Nice, ça se comprend. Donc là vous avez une Dino, mais on en a déjà vu une à la vente aux enchères RM Sotheby's, donc je ne vais pas vous répéter tout l'historique. Là vous avez une magnifique M1, et c'est rigolo, je vous disais, vente aux enchères Bonhams. Voilà, c'est la M1 qui a fait les grandes heures, les premières grandes heures en sport automobile de Motorsport. Vous voyez du coup la version coursifiée et la version de série, puisque à l'époque il fallait donc des voitures de série pour homologuer une version course. Et heureusement, c'est pour ça qu'on a eu des voitures mythiques et des voitures des fois improbables comme les GT1 sur la route. Mais voilà, elles sont super jolies. Là, vous avez une Z1 qui est connue notamment pour ses portes qui se rentrent sur le côté, sur le châssis. Et cette bouille quand même assez particulière, même si vous trouvez toujours les haricots façon BMW, c'est quand même assez particulier comme design. Moi j'aime beaucoup, mais c'est surtout voilà, ça qui est notable principalement. Bon là, si on parlait des grandes heures du sport automobile chez BMW, celle-ci aussi a fait les grandes heures du sport automobile chez BMW, une 2002 turbo magnifique. C'est l'une des premières voitures d'après-guerre avec un turbo dedans. Elle est super jolie, elle se rapproche esthétiquement un peu de la 3 Elite CSL. Là vous avez une très jolie série 8 avec un V12, figurez-vous, V12 boîte mécanique à 6 vitesses, ça c'est incroyable. Et là vous avez deux Ferrari 348, je préfère largement les 355 qui viennent juste après il me semble. Donc là, on a encore ces lignes un peu trop carrées avec les 355. On avait enfin une ligne un peu plus ronde. Bon bah voilà, Lamborghini Sian ou Sian, comme vous voulez. Je suis trop content de l'avoir. C'est pour ma part une première. Dites-moi si vous en avez déjà vu une à une exposition, même en random, en car spotting. Ça serait quand même énormément de chance parce que vu la rareté, on a vu une Centenario à Arcurial et donc voilà une Sian. Et des mots des designers de cette voiture, ils se sont inspirés de la Countach, donc c'est bien vu à Arcurial de les avoir placés juste à côté. C'est sur une plateforme de Aventador SVJ. On a vu la Centenario hier, mais je sais pas trop quand ça sortira. Enfin bref, pour moi c'était hier. Et du coup c'était basé sur l'Aventador SV. Donc voilà, on a l'évolution. Celle-ci est une hybride. Et en fait c'est rigolo maintenant quand on voit la Revuelto qui vient de sortir, la remplaçante de l'Aventador. Dévoilement de la Revuelto qui est une très belle voiture. Beaucoup se disaient bon bah voilà, c'est Lamborghini qui fait du Lamborghini. Effectivement, je vais vous faire un plan un peu plus large, un peu plus bas. Effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui sont vraiment repris de cette voiture en édition limitée. Je n'ai pas le nombre exact en tête, je vous le mettrai, mais en tout cas, c'est un nombre très restreint. Et là, on n'est pas sur le coup juste sur l'esthétique extérieure, il y a vraiment de la recherche en termes de technologie, notamment sur un système électrique hybride et qui annonçait un peu finalement les recherches qu'on a eues peut-être sur la Revuelto, puisque c'était une V12 hybride rechargeable. Et là vous avez une magnifique Countach, même si on en a vu quelques-unes ces jours-ci. Ça vaut le coup quand même de s'y attarder, ça serait quand même un peu scandaleux de la passer. Et il me semble qu'on est sur l'une des premières versions de la Countach, puisque en termes d'aérodynamisme, vous n'avez rien, vous n'avez pas un aileron derrière. C'est vraiment ligne pure, ligne brute. C'est impressionnant quand on voit l'esthétique et les formes aérodynamiques qu'on a maintenant entre ça qui est vraiment brut et ça qui est très recherché. C'est impressionnant, même si à l'époque ça, attention, hein, c'était très recherché. Et là vous avez une Aventador Ultimae sur base d'Aventador SVJ sans l'aérodynamique, enfin sans cet aileron énorme. Bon, j'ai fait un peu le radin, j'ai pas trop payé l'entrée pour aller sur le stand Arcurial, donc je vous filme un peu en mode galère, en x2 sur cette Ultimae. Et donc c'est une Aventador SVJ, la dernière avec son simple embrayage. C'était vraiment une architecture assez particulière et qui lui donnait justement un comportement assez particulier.
Et selon Lamborghini, même si vous n'avez pas cet aileron majeur qui trône normalement sur la FSJ, là vous avez un aileron qui est du coup déployable. Vous avez la même appui aérodynamique. Bon, j'en doute, on va le faire confiance, même si je pense qu'à mon avis c'est du marketing. Quoi qu'il en soit, c'est une superbe voiture et je suis vraiment admiratif de ce dernier chant du cygne de l'Aventador. Bon, là vous avez 3 héritières, j'ai envie de vous dire, de la McLaren F1, chacune à leur sauce. Là vous avez donc McLaren Senna, McLaren P1, McLaren Speedtail. Excusez du peu, c'est incroyable de voir juste ce trio là posé devant nous, mais c'est improbable. Là vous avez la radicalité à l'état pur, vraiment le lien entre une voiture de série, entre guillemets, parce que bon, vu le nombre très faible d'exemplaires, mais quand même une voiture de série, le lien entre une F1 et voilà, donc une voiture pour la route. La McLaren P1, c'était l'époque de la Ferrari 918 Spider, donc il faut dire cette trinité qu'on avait eue dans les années 2015 à peu près, avec beaucoup de touches de carbone, mais en fait finalement on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça quand on voit ici. Oh là, ouais, j'ai trop de chance parce que du coup ça s'est vachement libéré, donc on va pouvoir l'admirer de plus près. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Ça me fait penser un peu à la McLaren Elva, où en termes de style, il y en a beaucoup qui vont préférer la SP2 par exemple, mais par contre, là, McLaren limite ils se disent non mais c'est pas grave si c'est pas très beau, parce que c'est tellement pensé. Regardez cette ligne, je vais vous faire un zoom. C'est incroyable, cette ligne est juste incroyable, juste ça, c'est juste fou. Et là vous avez la Speedtail capable d'aller à 400 km/h avec un cockpit au milieu, donc clairement une référence à la F1. Mais la Senna, incroyable, cette version hybride et cette version hybride aussi, donc vous avez 2 hybrides. La légèreté à l'état pur, on voit d'ailleurs que c'est un châssis monocoque en carbone. Déjà que les McLaren c'est super léger, mais alors là il y a eu vraiment un travail pour alléger le tout. C'est juste splendide et les couleurs sont trop jolies. Trop joli, là en gris c'est un peu plus un peu plus commun entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Commun sur une Speedtail ça n'existe pas, parce qu'à mon avis il fallait être un très bon client pour pouvoir se permettre d'acheter une Speedtail. Bon voilà, vu que je suis un rat, je n'ai pas payé l'entrée, mais là on a un autre point de vue qui nous permet de mieux admirer. Donc là vous avez une magnifique Ford GT en Carbon Series, je pense, du coup ça fait et de 2 cette semaine. Et là un autre point de vue, en plus il est dégagé, c'est trop bien, sur la Speedtail. Je sais pas si on s'en rend compte, hein, mais vraiment cette forme profilée, ça fait penser vraiment au Longtail qu'on avait à l'époque chez McLaren. Vraiment cette forme nez en soufflerie, hein, on a vraiment une goutte d'eau qui est sur roue. Et là on a un autre point de vue qui est magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau cet arrière de la P1. Hop, double bossage, ça doit être une Zagato ça. Bon là on a de la chance d'avoir une exposition dédiée au Paris-Dakar. Épreuve mythique et tellement difficile. Quand on voit les coulisses, on se dit mais les mecs, c'est plutôt des survivants quand ils finissent cette épreuve plutôt que des pilotes. Donc Audi e-tron, c'est vraiment la vitrine technologie de Audi, montrer sa technologie notamment électrique, et c'est le vainqueur de cette année du coup avec Carlos Sainz. Ça fait tellement futuriste de le voir en vrai et on se dit c'est vraiment impressionnant à voir. C'est vraiment un monstre. Ouais, c'est vraiment un monstre, une sorte de petit monster truck pour le Dakar. C'est vraiment trop beau à voir. Et en termes de style, c'est pas déconnant. Moi, j'aime beaucoup. On se dit, ils vont tout axer sur la performance, faire le strict minimum. Mais finalement, on se dit, en termes de style, c'est quand même pas mal. Là, vous avez un Nissan X-Trail. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est un X-Trail. En tout cas, c'était l'année où Johnny Hallyday avait fait le Paris-Dakar avec René Metsch, qu'on a perdu en début d'année malheureusement, et qui était vainqueur avec Porsche, notamment sur une 959, parce que j'adore la 959 et je me dis les mecs ils ont tout fait avec Porsche, notamment le Paris-Dakar. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et là vous avez une 405 Turbo 16. Les mecs ils ont gagné dans le groupe B avec la 205 T16, et après il fallait continuer sur cette lancée. Malheureusement apparemment la 205 T16 était trop petite pour faire Pikes Peak, il fallait une voiture un peu plus longue avec plus d'appui aérodynamique. Ça se voit, je pense que déjà son gabarit tricorps, mais aussi cet aileron. Et donc du coup ils ont fait Pikes Peak avec Ri Vatanen, du coup avec la fameuse main devant le soleil, vous la connaissez je pense. Mais
Mais ensuite ils ont fait du coup le Paris-Dakar toujours avec cette 405 T16 et du coup ça a permis d'en vendre beaucoup, des 405 et des 405 T16 qui étaient vraiment une voiture berline avec un gros moteur. C'était encore la bonne époque du mythique badge GTI. Ça tombe bien quand je vous parlais de Romanée-Metz pour là-bas. Du coup vous avez sa 959 qui a été développée pour le Paris-Dakar. Elle est trop belle, elle est trop belle. Déjà la 959 de base c'était une super car vraiment performante. Là ils l'ont développée bien évidemment pour le Paris-Dakar avec cette magnifique livrée que vous retrouvez sur la 911 Dakar qui est récemment sortie l'année dernière, il me semble, avec du coup qui est un fabricant de tabac qui les accompagnait aussi au Mans. C'était voilà la bonne époque. Bon, on peut le contester évidemment pour la santé, l'alcool, etc. Mais en termes de sponsor titre, c'est vraiment les fabricants de tabac et les fabricants d'alcool qui ont le plus marqué l'automobile. Martini, Marlboro, etc. Je vais vous faire un plan sur cette du coup 959, mais aussi sur ce Mitsubishi improbable. Il ferait penser limite, si on regarde juste cet axe-là, ça fait penser vraiment à une voiture des années 30. C'est trop drôle, années 30, années 40. Mais vous avez vraiment un Mitsubishi, un 4x4, mais les rondeurs et les arches de roue font vraiment penser à une voiture des années 40. C'est assez rigolo. Bon là, vous avez cette star du salon rétromobile de cette année puisqu'on fête donc les 100 ans de MG. Oui, malheureusement MG aujourd'hui ce sont des SUV 100% électriques rachetés par les Chinois, mais du coup on se souvient de MG par cette histoire. On va faire le tour hein, après, mais là c'est vraiment un ovni sur route, c'est vraiment lunaire et c'est le cas de le dire parce que il aurait sa place, elle aurait sa place sur la Lune. C'est une voiture qui a fait des records de vitesse sur le lac Salé aux États-Unis, comme Renault. Hein. Il y avait une époque où c'était vraiment tendance, allez hop, pour marquer l'histoire, il fallait envoyer une voiture et essayer d'aller taper un record. 395 km/h avec ça, je sais pas si on se rend compte. En plus, là, il y a à peine la visibilité. À mon avis, tu dois être recroquevillé, tu auras les genoux dans le menton quand tu conduis. Et c'est un certain Stirling Moss qui s'en est chargé. Je trouve ça incroyable. Et au début, apparemment, il n'y avait pas cette... parce que du coup, j'ai lu quelques articles. J'avais déjà vu cette voiture en miniature, je m'étais intéressé, mais là, la voir en vrai, ça m'a fait replonger dans quelques informations. Et ils ont rajouté apparemment cette sorte d'ailette de requin, cet aileron de requin, pour mieux la stabiliser. Mais vous vous rendez compte, presque 400 km/h avec ça, pour l'époque, c'est juste incroyable. La MG Metro, son nom est aussi improbable que son look. Elle est trop drôle. C'est vraiment, on dirait une K-car, vous voyez, les voitures japonaises, les voitures carrées, bodybuildées, avec un aileron, avec tout ce qu'il faut pour courir dans le gros B. Parce que oui, les mecs se sont dit, on va courir dans le gros B avec ça. C'est incroyable. Et après, ils se sont pas dit on va courir que dans le groupe B. Hein. Il y a eu aussi la version Pikes Peak où ils ont couru à Pikes Peak avec ça. Regardez comment c'est entre guillemets archaïque, un peu artisanal. On voit vraiment tous les détails du moteur à l'intérieur. C'est incroyable. Regardez. Ouais, en fait, je me rends compte que ça se voit pas trop, malheureusement. Je suis désolé. J'essaie de vous trouver un autre plan. Hop, voilà, c'est un peu mieux là. C'est un peu mieux. On voit vraiment tous les détails, tous les entrailles de la voiture. C'est impressionnant. Vous imaginez à Pikes Peak avec ça? Bon, et j'ignorais, du coup, MG a fait le Mans également, aussi avec un prototype. Et là, vous avez la toute nouvelle MG 100% électrique, donc voilà, la cabriolet 100% électrique de MG. Ils essayent un peu de revenir aux sources, même si les mecs, voilà, ils ont tellement tué la marque avec des SUV 100% électriques, ils se sont dit, allez, on va pas déconner, on va essayer de revenir, entre guillemets, un peu aux origines. Mais honnêtement, je la trouve trop belle. Voilà, je la trouve trop belle. On va éviter de dire, voilà, c'est 100% électrique, on va oublier ce fait-là. Mais sur la ligne, c'est rigolo, j'avais même pas vu, les inscriptions sont en chinois. Voilà, c'est un petit détail. Mais elle est trop belle. Là, ça fait penser un peu à une Z4, c'est rigolo ce point de vue-là. Mais elle est incroyable. Évidemment, il y a une scénographie qui fond beaucoup avec ses ailes. Et là, à mon avis, ça doit être pour ouvrir la porte, je pense. Ou peut-être là, il y a un autre point, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, elle est magnifique.
Bon, du coup, est-ce que le fait 100% électrique sera suffisant pour conquérir les potentiels acheteurs et séduire aussi purs fans de la marque MG et légitimer aussi cette voiture par rapport à ses aïeuls qui sont là? Et c'est une voiture qui va faire débat, mais si on prend en compte juste la ligne, je la trouve très très jolie. Je vais vous montrer un petit détail. Bon, un bandeau lumineux qui traverse sa carrosserie, ça c'est un peu commun, j'ai envie de vous dire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ces petites flèches. Et comparé à Mini, ils les ont mis du bon sens parce que Mini, ils ont tendance à les rentrer vers l'intérieur. Donc voilà. Bon là, vous avez l'un des 50 exemplaires de la MC12. Qu'est-ce qu'elle est belle, de 2004. Hop, c'est écrit juste là. C'est sur une base de Ferrari Enzo, en tout cas il y a le même moteur, mais ne parlez pas surtout de Ferrari recarrossé à la sauce Maserati. C'est vraiment une Maserati pure et dure, c'est surtout la façon d'homologuer la MC12 pour qu'elle puisse courir au championnat. Alors j'ai pas le nom du championnat, mais en tout cas c'était voilà, cette homologation nécessaire par la FIA, et heureusement qu'il y a cette fameuse homologation pour qu'on puisse avoir ces 50 exemplaires de la MC12 qui peuvent aller sur les routes. Et pour apprécier les mélodies du V12 atmosphérique, vous pouvez enlever ce toit. Regardez ces façons d'aérer la voiture, de prendre l'air à mon avis, qui vient se canaliser juste là, hop, qui passe ici et qui ressort, pardon, j'ai perdu mon sac, et qui ressort, hop, juste avec des ventilateurs pour ensuite s'engouffrer le long de la voiture, le long des portières, et ensuite rafraîchir le moteur qui se place en position arrière. Elle est trop belle. On pourrait passer vraiment des heures à la regarder tellement le dynamisme de cette voiture, comment l'aérodynamique a été poussée dans le dessin de cette voiture. Bon, on est sur le stand de Matra avec cette victorieuse au Mans, avec le mythique pilote Henri Pescarolo. C'est vraiment une légende. En plus, j'avais écouté un podcast de lui dans la boîte à gants. Je vous invite à le regarder si vous n'avez pas eu l'occasion, parce qu'on en apprend énormément sur ce pilote. Et alors, j'ai appris aussi, du coup, que Matra aujourd'hui font des vélos, mais qui vont revenir aux 24 heures du Mans en LMP2 cette année. Donc, j'ai très hâte de voir le retour d'une mythique marque française. Mais en tout cas, c'est un morceau d'histoire, surtout cette voiture 24 heures du Mans, avec un très beau V12. Et c'est impressionnant de se dire qu'il courait là-dedans à des vitesses folles, surtout quand on voit à l'intérieur. Je vais vous faire un petit zoom au combien c'est archaïque à l'intérieur. Et moi, il y avait une petite anecdote sur Henri Pescarolo qui avait remonté dans une pluie battante tous les concurrents pour... bon, malheureusement, il y a eu un abandon, il me semble, une casse moteur, mais il aurait pu courir pour arriver au podium. Mais en tout cas, ça montre la détermination de ce pilote et son talent à conduire. Là, vous avez une très belle 300 SL. Regardez la couleur, regardez. Si on peut parler de configuration, mais elle est incroyable. La couleur bleu, un petit peu bleu foncé, on va dire. Et là, un magnifique cuir. En tout cas, il est dans un état en plus impeccable. Vous avez une très belle BMW 507 juste là. Mais cette 300 SL, regardez comment les chromes, ils brillent. Elle est magnifique. Là, vous avez une très jolie Jaguar C-Type. Bon, j'ai regardé parce que honnêtement, le nom du modèle, la ligne est très connue, mais honnêtement, le nom du modèle, je l'avais pas. Mais en tout cas, elle est très sympa. Et j'ai un lien avec Sterling Moss dans ma tête. Je me rappelle plus très bien pourquoi est-ce qu'il a couru avec, ou est-ce qu'il avait fait juste une démonstration. J'ai un petit doute. Là, vous avez une Aston Martin DBR 9 qui est sur la base donc d'une DB9, mais vraiment coursifiée. Hein. Il n'y a plus rien à voir avec la version GT. D'ailleurs, elle a été vendue, donc voilà, peut-être un gentleman driver. Et là, vous avez une version du Mans façon Peugeot incroyable. Est-ce que c'est une diesel ? Oui, c'est bien. Du coup, il y a les petits écriteaux là. Hop, V8 diesel. Et bah du coup à la façon d'Audi, ils ont un peu confiance, c'est tout le monde hop essence, le diesel c'est pas sportif, et finalement bah ils gagnent avec un V8 diesel, improbable, c'est trop drôle. Bon, ça c'est la magie d'être concentré sur les vidéos, c'est-à-dire que tu es tellement concentré sur le téléphone, hop tu tournes la tête et tu vois une Valkyrie et tu te dis
Quoi? Mais c'est improbable, c'est incroyable, j'attendais de la voir, du coup je suis trop content, je m'attendais pas à ce que ça soit sur ce stand. De toute façon, chaque année, si je peux vous conseiller, eux, ils ont des très très belles pépites, mais alors là, la Valkyrie, incroyable. Dites-vous, j'ai viens de remarquer, mais même le bras de essuie-glace est en carbone, voilà, c'est juste trop drôle. C'est une voiture qui a été développée donc avec Aston Martin évidemment, mais aussi Red Bull, et d'ailleurs à la base elle devait s'appeler la Red Bull 001 ou un truc dans le genre, enfin, ça devait être vraiment la première voiture entre guillemets de série de chez Red Bull. Malheureusement ils se sont un peu désistés sur le projet, mais du coup vous avez les pattes d'Adrian Newey qui fait les victoires avec Max Verstappen de Red Bull. Mais c'est une voiture, du coup, bah voilà, c'est la transition entre la F1 et une voiture de série. Elle est impressionnante. On va aller la voir un peu. Bon bah voilà, ça c'est magique. De la voir de près, on voit tous les détails aérodynamiques, combien le design est poussé. C'est vraiment une Formule 1 sur roue. Ils ont fait juste le nécessaire pour l'homologuer, histoire de dire ça passe sur la route. Mais regardez, il n'y a rien d'une voiture en commun. C'est incroyable, regardez tous ces appendices aérodynamiques, comment ça a été. Là vous avez un fond plat, voilà, vous avez un fond plat, vous avez un V12 Cosworth, c'est pas un V6 par contre, je m'attendais à ce qu'ils mettent à la image de AMG One un moteur de F1 un peu dérivé, mais finalement non, ils ont mis un V12 Cosworth, mais c'est une valeur sûre, j'ai envie de vous dire, Cosworth. Et regardez à l'avant, le prolongement, vous avez vraiment un fond plat qui doit courir sur tout le long de la voiture, et à l'avant comment c'est plaqué. J'adore cette version avec les damiers, je sais pas, ça fait penser un peu à Noël, mais aussi ça fait un peu écossais, c'est très drôle. Mais en tout cas elle est magnifique. Avec juste là vous avez un aileron qui est assez subtil, mais à mon avis c'est un aileron amovible qui doit sortir à haute vitesse. Et là vous avez, bon bah vu que c'est une F1 sur route, j'ai envie de vous dire, vous avez ce feu stop inspiré de la F1, et là on voit tout le mécanisme de la voiture. C'est vraiment une prouesse qu'ils ont fait à Aston Martin. Je pense qu'on se rend compte de la chasse au poids quand on voit le design, hop, juste des feux là. Regardez, et c'est une voiture du coup qui est vraiment une F1 sur la route. Je le répète, mais c'est incroyable. Il y a plein de détails à voir sur cette voiture, et vous pouvez prendre les mêmes jets que sur une F1, mais sur la route. Bon alors attention, je vous recommande pas de le faire, mais théoriquement c'est possible. Et là je me rends compte, pardon, mais je me focalise sur la Valkyrie, bon parce que c'est très rare, mais cette magnifique Peugeot 24 heures du Mans, vainqueur aux 24 heures du Mans, c'est aussi incroyable à voir. C'est magnifique, et on se rend compte aussi là l'aérodynamisme qui a été travaillé, mais du coup on se rend compte qu'il y a des années qui les séparent entre cette voiture là et cette voiture là. C'est magnifique, avec cette matière qui doit être faite aussi là pour résister aux chaleurs du moteur, avec beaucoup de carbone apparent pour alléger la voiture, mais on n'a pas oublié les couleurs bleues de chez Peugeot. On parle souvent des Mercedes qui s'envolent aux 24 heures du Mans, mais sachez aussi celle-ci, il y a eu des baptêmes de l'air avec cette voiture. Elle est trop belle, j'adore cette voiture, surtout sur la version 996, elle est agressive au possible. Et dites-vous, à un moment, Porsche était intouchable avec cette voiture. Il gagnait tout dans le championnat FIA GT il me semble, mais aussi en 24 heures du Mans. En même temps qu'on voit le dynamisme de sa voiture et les expériences qu'a Porsche aux 24 heures du Mans, on se dit c'est vraiment pas une surprise. Quand je vous disais que la Dino avait un long patrimoine en termes de course automobile et de nombreuses victoires, notamment en Formule 2 et Formule 1, vous avez la preuve avec cette 206. 206, c'est vraiment les premières versions, parce qu'ensuite il y a eu les 246. Donc 246, c'était pour 2,4 litres avec un V6. Donc là, c'est 2 litres avec un V6. Elle est trop belle. Ça fait assez futuriste, cette cellule de survie, mais avec l'encadrement des vitres. Ça fait vraiment futuriste. Bon si Ferrari des fois a dérogé à la carrosserie Pininfarina avec notamment Giugiaro Bertone, et ils ont aussi collaboré avec carrosserie Touring Superleggera, tout comme Aston Martin ou Alfa Romeo. C'est rigolo et je ne savais pas. Donc voilà, j'apprends un truc en même temps que vous. Enfin, je sais pas, peut-être que vous le saviez, mais en tout cas, elle est impressionnante. Elle est trop belle. Et c'était une voiture pour Le Mans. C'est écrit, hop, juste là. Bon Ferrari F40, voilà, pour fêter le 40e anniversaire de Ferrari. Je vous apprends rien, c'est vraiment une star sur les réseaux sociaux, notamment TikTok.
Je vous ai raconté plusieurs fois son histoire, donc je vais essayer de... Bon, je vous la raconte quand même parce que je pense qu'il y aura des nouveaux qui découvriront cette chaîne avec cette vidéo. Mais voilà, c'est l'œuvre de Nicola Materazzi. C'est vraiment un ingénieur de génie à qui on a demandé de faire une voiture, à qui Enzo Ferrari a demandé de faire une voiture de A à Z parce qu'il trouvait les anciennes, notamment la 288 évolutionnées. Je vous mettrai des images en insertion, qui trouvait pas aérodynamique. Il a donc fait le moteur plus la voiture qui l'accompagne et on garde la légèreté. Regardez, c'est même pas du verre, c'est du plexiglas et là c'est du verre allégé et là on se rend compte de l'entretien. Il faut vraiment enlever presque la baie moteur pour accéder au moteur ensuite. Et à mon avis, si on va aller au fond, il faut enlever le moteur. Je ne vais pas dire de bêtises, mais à mon avis, pour aller là-bas, il faut crapahuter ou enlever le moteur, c'est peut-être plus simple. Mais regardez le système d'échappement. Je suis trop content parce que les F40, j'en ai vu plein, mais alors enlever avec le moteur apparent, c'est extraordinaire. Et voilà, Nicola Materazzi nous a quittés il y a 1 ou 2 ans, mais il a fait cette œuvre d'art qui est juste incroyable, qu'il a confiée ensuite à la carrosserie Pininfarina pour la réaliser, mais elle est magnifique. Bon là je suis dégoûté parce que je voulais me l'acheter mais elle est vendue. Ah ça je rigole. GT2 RS. Bon je suis désolé, on est Retromobile et je vous filme une GT2 RS. J'avoue c'est pas très rétro mais c'est quand même très beau à voir, surtout avec le pack Veissar. Et donc on reconnaît avec tous ces éléments en carbone, notamment le capot, notamment voilà cette petite ailette. J'adore le pack, j'adore ce pack carbone sur cette Veissar. Là, vous avez vu, c'est en plastique pour éviter que ça coûte trop cher à remplacer. Mais à chaque fois qu'on voit une GT3, je vous en parle. Donc voilà, je radote à chaque fois. Mais qu'est-ce que ça rend bien. La configuration est juste trop belle. Jantes dorées, une sorte de gris craie Porsche, plus le combo avec le carbone. Et vous avez un pack Club Sport avec les arceaux à l'intérieur et ces sièges baquets, les sièges 918 que Porsche rentabilise depuis la 918. Clairement, et vous avez le pack chrono avec la petite horloge, elle est magnifique, peut-être un peu sombre mais en même temps c'est une GT2 RS donc on n'est pas sur une touring donc on s'en fiche un peu, mais elle est trop belle, trop belle. 700 chevaux sur cette voiture, ça met le doute parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vue au Retromobile l'année dernière, mais dans le doute je la refilme parce que la couleur est juste magnifique. Je sais pas si c'était d'origine, je pense que c'est d'origine, ça fait penser un peu à la couleur rubis chez Porsche. Elle est magnifique. Déjà une 300 SL c'est beau, mais alors là avec cette couleur hyper originale, ça change des flèches d'argent clairement et c'est magnifique. Bon, si on s'attarde pas sur une 599 GTB, enfin normal, c'est qu'il y a forcément du lourd, bon F12, mais surtout 599 GTO. Voilà, c'est une sorte de XX, mais homologué pour la route. Le lien, on parlait du lien entre la F1 avec la Valkyrie, mais là aussi c'est le lien d'époque entre la F1 et les voitures homologuées pour la route. Homologato, c'est trop beau. Là vous avez la Ferrari, là vous avez une SLS Black Series. Je sais pas pourquoi je m'embête, je vais aller les voir, attendez. Bon voilà, SLS AMG Black Series et 2 et une la Ferrari. Qu'est-ce que c'est beau de voir ça avec une 550 Maranello juste derrière. Et là-bas, vous avez une 430 Scuderia. Et là-bas, vous avez un joli combo de pastel avec beaucoup de Mercedes. Bon, ça c'est vraiment la magie du Retromobile. Croisé random, là il y a le resto et tu croises une Lamborghini Diablo SV. Juste là, c'est trop beau. Bon là-bas il y avait du coup la Diablo SV, là vous avez une Aventador SV. Qu'est-ce qu'elle est belle! La SVJ c'est vraiment agressif, c'est vraiment course. Là vous avez un peu l'élégance entre guillemets de l'Aventador avec l'agressivité d'un pack un peu plus sportif. Et là vous avez une Countach 25e anniversaire qu'on reconnaît avec cet aileron, parce que sur les toutes premières versions des Countach il n'y avait aucune forme d'aérodynamisme, c'était vraiment presque un bloc. Et après ils avaient eu l'idée aussi de mettre un aileron juste là sur le capot, je vous montrerai des photos, mais cette version SV, je sais pas si c'est la technologie ALA, parce que qu'on a maintenant sur notamment les Huracan Performante par exemple.
Non mais là c'est vraiment trop pour moi cette SZ Zagato. Non ça va, je rigole. Excusez-moi, je vous fais vraiment la même blague. Non, AMG One, voilà, AMG One, juste ça, une voiture de F1 sur la route. J'en ai parlé déjà avec la Valkyrie, j'en ai parlé avec la Senna, il me semble, et non, là, et du coup là j'en repars avec cette AMG One. Mais là pour le coup c'est vrai, vous avez vraiment le V6 dérivé de la Formule 1 et des aveux d'un des représentants haut placé chez Mercedes, il me semble que c'est celui qui dirige le développement chez Mercedes. Ils se sont dit finalement on n'aurait pas dû le faire tant ça a été une galère de fiabiliser un moteur de F1 pour une voiture sur la route. C'est juste bluffant cette prouesse. Là vous avez une McLaren Senna, là-bas vous avez une 918 Spider, là-bas vous avez une F40, Carrera GT 959. Excusez-nous de la line-up, et en plus c'est pas fini, on va aller faire le tour. Là-bas vous avez le Cento Dieci EB110. C'est parti. Pour moi, cette voiture, elle me fascine. La EB110, donc c'était le jour même des 110 ans qu'aurait eu Ettore Bugatti. Romano Artioli, qui avait racheté Bugatti, a dévoilé cette voiture avec un très très joli V12 qu'on voit juste là. Il l'a dévoilé à la Défense. Je vous mettrai des images aussi, mais c'était une voiture qui est juste magnifique. D'ailleurs, Michael Schumacher en avait acheté une. Et là, vous avez une MC12 Corsa. Voilà. Je vous disais, c'est super rare. On en a vu 2 en 3 jours. Voilà, c'est juste improbable. On aura donc vu la version d'homologation de la FIA et la version pour laquelle ils l'ont homologué. Moi, s'il y a bien une marque qui me fascine, c'est Pagani. La Pagani Zonda Cinque Roadster, et comme son nom l'indique, il n'y en a que 5 dans le monde. Voilà, juste ça. Voilà, 5 dans le monde, il y en a une devant nous, c'est trop bien. Je suis trop content de vous la partager. Tout en carbone, elle est magnifique avec un magnifique V12 AMG. Elle est incroyable, c'est vraiment une œuvre d'art. Des fois, le terme œuvre d'art, on le prend un peu à outrance en automobile, mais là, c'est vraiment, tout est poussé au bout. L'intérieur, je vais essayer de vous le montrer, malgré les reflets, mais à l'intérieur aussi, c'est vraiment recherché en termes de design. Regardez la boîte à gants avec une sangle en cuir. Tous les boulons sont numérotés Pagani, rien n'est laissé au hasard chez cette marque. Horacio Pagani, c'est vraiment un passionné qui a réussi son rêve à faire sa voiture avec des hypercars. Là-bas, vous avez une Koenigsegg Agera, c'est un peu la même philosophie de Christian von Koenigsegg. C'est 2 précurseurs, hein. Les mecs qui sont partis de rien, ils ont réussi à faire leur marque d'hypercar. Moi, je trouve ça juste fascinant. Là, vous avez une EB110, mais on en a vu une là-bas, dans la couleur de lancement, il me semble d'ailleurs. Là, vous avez une 205 T16, les grandes heures de Peugeot dans le groupe B. Et là, vous avez Cento Dieci sur base de Bugatti Chiron, mais improbable, incroyable de voir ça. Là, vous avez 2 raretés, là, vous avez que des raretés sur ce stand. Je suis juste trop content de voir ça. Ce stand, c'est un peu vulgaire, mais je me rends compte que c'est un peu, ça fait un peu foire. L'arrière est juste magnifique. On reprend les quadruples canules d'échappement qu'on trouve sur la Chiron Super Sport. Elle est trop belle avec ce monogramme Bugatti, et je pense que l'aileron est aussi en commun avec la Chiron Super Sport. Et là, les ouïes pour venir refroidir le W16 à l'arrière, parce que bon, c'est plus un V12 évidemment, c'est sur base de Chiron. Ça, c'est repris directement de la Cento Dieci sur certaines versions, parce qu'en fait je me aperçois que sur là-bas vous avez une custode vitrée et non pas une custode avec ces éléments. Et là, vous avez le même fer à cheval, hop, qui est juste là, parce que sur la BS110 originelle aussi, il y avait un tout petit fer à cheval avec le bleu Bugatti, qui est juste trop beau. 1 sur 10 exemplaires, vous vous rendez compte? C'est trop bien de voir ça, c'est incroyable. Moi, j'arrive pas à repartir de ce stand, il est tellement beau. On a tellement de pépites, et la réinterprétation néo-rétro de la Cento Dieci par rapport à le B110 originel, c'est magnifique. Tiens, quand je vous dis que j'avais vu une SLS AMG Black Series l'année dernière, je ne sais pas si c'est exactement la même, mais elle est là, en tout cas, si c'est celle-là. Et là, vous avez une SL65 Black Series avec un V12 biturbo. Quand on ne sait pas, en fait, ça fait un peu slipper cette voiture, c'est assez rigolo. Enfin, même si il y a quelques éléments, déjà, la largeur de la voiture et cet aileron qui la trahit un peu. Mais honnêtement, c'est pas une voiture vraiment matu, donc on pourrait penser
qu'il n'y a pas un V12 biturbo dedans. Incroyable. En fait, ce qui est bien avec le rétromobile, c'est qu'il y en a qui disent j'ai jamais vu de Countach, jamais de F40, et là vous en avez une par stand quasiment, c'est abusé. Et là vous avez Testarossa Monospecchio parce que vous avez qu'un rétroviseur, et là vous avez la même mais avec 2 rétroviseurs. Là vous avez les premières heures de Porsche aux 24 heures du Mans avec cette très mignonne Porsche 904. C'est le fils de Ferdinand Porsche qui l'a designé, c'est lui qui avait designé d'ailleurs la 911, et il me semble que c'est les premiers pas de Ferdinand Piëch en tant que responsable de course. 904 ou 906, j'ai un petit doute. Tiens, XJ220, l'OVNI de chez Jaguar, il y a un V6 dedans. À la base, ils voulaient mettre un V12, mais finalement, ils n'avaient pas réussi à le fiabiliser, une histoire dans le genre. C'est une voiture, ils se sont dit, en fait, ils ont vendu un peu, ils ont mis la charrue avant les bœufs, si c'est ça l'expression. Ils avaient dit qu'ils allaient faire une vitesse de pointe extraordinaire avec un V12, sauf que V12 était trop lourd, etc. Donc du coup, ils ont revu au fur et à mesure leurs prétentions à la baisse. Là, c'est une version homologuée pour la course qui a participé aux 24 heures du Mans. Mais il y a évidemment des voitures de série qui ont été produites avec des feux escamotables, il me semble. Parce que là, on a des feux apparents. Là, vous avez une très jolie dyno. J'adore les dinos. Et là, Countach 25e anniversaire, là encore. Quand je vous disais les Countach, c'est commun. Oh là là. Là, vous avez 2 Formule 1, une d'avant 2000, pilotée par un certain Michael Schumacher, accessoirement. Et là, vous avez une McLaren propulsée par un moteur Mercedes. Et là, on se dit, en quelques années, l'aérodynamique, qu'est-ce qu'il a changé ? Qu'est-ce que c'est torturé par rapport à la simplicité de cette monoplace, mais c'est impressionnant. Et là en flèche d'argent, c'est magnifique, c'est trop beau. Bon voilà, les fameux baptêmes de l'air avec ces CLK qui s'envolaient dans la ligne droite des Unaudières aux 24 heures du Mans. C'était une voiture, ils avaient mis un peu tout l'appui aérodynamique sur l'arrière, donc forcément, quand il y avait de l'air qui s'engouffrait, ça délestait la voiture et ça s'envolait. Et là, vous avez une non moins célèbre F1 GTR. Et oui, c'est écrit dessus, propulsé par un V12 BMW. Et là, vous avez la Lamborghini Miura dessinée par Giugiaro. Qu'est-ce qu'elle est belle quand il était rattaché encore à Bertone. Je l'ai dit hier ou avant-hier, donc je me répète encore. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. C'était vraiment une voiture qui mettait une claque à toute la concurrence, à l'image de 959 quand elle est sortie aussi. C'est des voitures qui ont marqué leur époque, tant par leur design que par leur performance. Et moi, j'aime beaucoup avec ces feux escamotables, c'est super mignon. Vous vous rendez compte, là on a la F1 GTR, on a la SLK, on a vu la 996 GT1, donc voilà, j'ai envie de vous dire, on est pas mal. Tiens, on parlait de la 959 avec la livrée Rothmans au Paris-Dakar, et bien normalement sur celle-ci il y a aussi une livrée Rothmans. Bon là il y a la carrosserie apparente, mais elle est magnifique. Tiens, elle a couru à Goodwood d'ailleurs. C'est incroyable, incroyable. Au niveau des performances, au niveau de l'aérodynamisme, au niveau... c'est bluffant, et au niveau surtout de l'intérieur, c'est rigolo parce que ça fait très chic, très raffiné pour une voiture qui a couru au Mans. Elle a peut-être été refaite pour ensuite rouler un petit peu en tant que gentleman driver entre guillemets, mais c'est une voiture où vous êtes assis sur le châssis et là vous avez une MC12 Corsa, encore une fois. Bon, ça, c'est une sorte de tradition. Quand la voiture est vainqueur, on la laisse telle qu'elle, même si elle est toute sale, même si elle est un peu cabossée, on la laisse telle qu'elle pour célébrer la victoire. Ne surtout pas la nettoyer. Elle est incroyable. C'est la première fois que je la vois. Je suis trop content. C'était le retour glorieux finalement parce qu'ils ont gagné les 24 heures du Mans, donc un retour avec une victoire pour Ferrari parce qu'ils ont marqué eux aussi l'histoire des 24 heures du Mans. Ça fait des années qu'ils n'étaient plus revenus et piloté par un certain Antonio Giovinazzi qui était chez Alfa Romeo avant en Formule 1, qui malheureusement s'est fait un peu éjecter, donc c'est cool pour lui aussi de rebondir avec une belle victoire en 24 heures du Mans, excusez du peu. Et ça appartient à cette lignée avec le P à la fin. C'était les prototypes qu'on a eu aux 24 heures du Mans et vous avez toute l'histoire juste là. Bon c'est rigolo, je m'attendais pas à voir ça ici. Le concept car qui préfigure un peu le retour de Lancia parce que en ce moment, à part en Italie, ils vendent que la Ypsilon, donc autant vous dire que la marque est un peu en sommeil.
et du coup ça préfigure un peu le style des prochaines Lancia. Il y en a une qui fait beaucoup parler, qui sera un peu croisée avec la 208, enfin en tout cas sur la même base que la 208 notamment, et qui a le mérite d'être assez unique et original et de faire le retour du coup de Lancia, y compris en France. Et on retrouve du coup ce Y qui sera présent, et j'ai envie de vous dire le motif Y qui est un peu présent partout. Donc ici, hop, juste là sur l'arrière, on voit clairement un clin d'œil à la Lancia Stratos. Et si vous vous demandez à quoi servent les concept cars, évidemment c'est pour prendre des éléments de ce concept car pour les mettre sur une voiture de série. Et je vous insérerai du coup, parce que ça a fuité de partout, la future citadine basée sur le châssis de la 208. Mais regardez ce détail des feux en suspension, elle est incroyable, avec des jantes qui, à mon avis, qui diminuent le coefficient de prise au vent parce que c'est une 100% électrique. Et vous avez ce motif aussi de rond qui est assez récurrent. Vous avez un plateau au milieu là et un plateau au milieu là. Je ne me rappelle plus comment ça donne sur la voiture de série, mais à voir. Et là, vous avez une sorte de toit ouvrant. En tout cas, c'est rigolo parce qu'il y a une sorte de Y et de rond qui sont assez récurrents, qui sont réussis à intégrer dans beaucoup d'éléments. C'est très original et c'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup avec ce montant Lancia, avec le nouveau logo qui fait très haut de gamme. Ce sera vraiment la voiture chic. Et c'est pas déconnant, parce qu'il y a vraiment un marché à prendre. Donc quand on voit la Fiat 500 électrique ou la Mini Cooper SE, la nouvelle Ypsilon a vraiment un marché à prendre, surtout s'il y a un vrai caractère, une nouvelle identité de marque. Tiens, je vous avais fait un TikTok sur cette Bentley Continental. Enfin, il y avait une Bentley Continental où ils avaient repris, pour fêter l'anniversaire justement de cette victoire au 24 heures du Mans, qui est en 2001, pas 2021, non, 2001. Ils avaient repris des éléments du moteur, ils les avaient intégrés dans la planche de bord. Je vous montrerai des photos. J'avais dit que c'était ma voiture de rêve parce que je la trouve magnifique, la Bentley Continental. Surtout du coup avec une sorte de Racing Green. Elle est magnifique. Je parle des deux, je parle de la Continental et ce prototype de 24 heures du Mans. Ah, ça, je suis très très content de la revoir, cette voiture. La voiture victorieuse au Rallye Monte Carlo en 2022 avec Isabelle Galmiche. C'est trop trop bien. Qu'est-ce qu'elle est belle cette livrée. On était au Rallye Monte Carlo cette année, je vous ferai des vidéos d'ailleurs, je vais les poster, je vais pas tarder, mais je préférais largement cette livrée qui était juste splendide. Là en blanc, c'est pour mettre à mon avis en valeur le logo Red Bull, je vous montrerai, mais là cette livrée est juste magnifique. Et évidemment, je parle juste de la livrée, mais chapeau à Sébastien Loeb d'avoir une fois de plus gagné cette épreuve mythique, surtout avec une voiture qu'il avait presque jamais conduite, et ça c'est juste fou. Et une nouvelle copilote, parce que c'était plus Daniel et Elena en tant que copilote. Et en plus, voilà, il y avait le système de rallye 1, hybride, il fallait s'adapter aussi. C'est vraiment un pilote hors pair. Vous avez vu cette 300 SL avec la bagagerie, même les porte-skis son époque, c'est trop trop drôle. En tout cas, la 300 SL, mais heureusement qu'elle existe. C'était un importateur aux États-Unis qui avait convaincu Mercedes qu'il y avait un marché potentiel pour produire de série une voiture de course, et donc la 300 SL. Celle-ci est dans son jus. Oh là là, on a l'impression d'être sur une sortie de grange façon Forza Horizon. En tout cas, c'est trop trop bien parce que c'est vrai que toutes celles qu'on a vues, elles brillent de mille feux, les chromes, je vous disais, c'est impeccable. Mais alors celle-là, elle est dans son jus, elle est d'époque. Bon voilà, DBS Ultimate Edition, je suis trop trop content de l'avoir. Il n'y a que 300 exemplaires dans le monde, donc pour vous dire que c'est une rareté, on la reconnaît évidemment avec ces jantes qui sont spécifiques et évidemment cette partie en carbone sur le capot. C'est le dernier V12 de la marque parce que maintenant on a des V8 qui sont issus de AMG, je me trompe pas, parce qu'en tout cas la Vantage a un V8 issu du AMG. Je sais pas si sur la nouvelle DB12 c'est un moteur en interne ou un moteur Mercedes. En tout cas, elle est magnifique, la DBS Superleggera, et encore plus avec toute cette partie en carbone, toute cette calandre évidemment qu'on reconnaît depuis les toutes premières DB. Elle est impressionnante. Bon du coup on profite du Rétromobile pour présenter les nouveautés. C'est le cas chez Renault, puisque aujourd'hui les salons automobiles ont un peu la décote. Heureusement qu'il y a encore le Rétromobile pour présenter ça. Et donc du coup le Rafale, transition toute trouvée avec ce petit avion là, puisque son nom c'est Rafale, et donc c'est un héritage
Et donc c'est les premiers pas, les deuxièmes pas, parce qu'on a testé la Clio Esprit Alpine. Je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai un petit lien. Donc le deuxième pas de Gilles Vidal en tant que designer chez Renault, on retrouve sa marque de fabrique, et il y en a, ils vont dire oui mais c'est du Peugeot. Ben non, c'est surtout du Gilles Vidal qui fait sa patte, mais c'est un super véhicule. Il y a énormément de choses à dire, je vous ferai un test quand il arrivera, donc restez connectés, abonnez-vous si vous voulez tout savoir sur ce Renault Rafale. On parlait en tout début de vidéo, pour moi c'était ce matin, avec la MG, des records de vitesse, et bien celle-ci aussi, l'étoile filante. Elle a marqué ma jeunesse, parce que je l'avais découvert dans un magazine, et je me suis dit mais c'est là que Renault est une marque incroyable, ils ont tellement de records, tellement de choses un peu inattendues dans leur carrière, dans leur marque, notamment cette voiture, 300 km/h sur le lac Salé aux États-Unis, ils sont atteints, c'est trop bien, c'est trop bien avec, vous avez vu c'est tout bleu, et il est trop beau leur stand, franchement il est incroyable leur stand. Ce que j'avais vu c'était sur le circuit de Linas Montlhéry, et vous vous dites que 1956, ils ont atteint 300 km/h en 1956 avec cette soucoupe volante, c'est juste fou. Bah voilà, quand je vous disais qu'on attend donc les salons comme le Rétromobile maintenant pour dévoiler les nouveautés, puisque bah voilà, le salon de Genève sera très très triste cette année malheureusement. Donc nouvelle Panamera. Alors c'est très léger, très subtil, on dirait presque un restylage, et même pour un restylage ça serait très subtil. Mais du coup nouvelle Panamera dans une très très jolie couleur avec nouvel écusson au niveau du logo qui est gris anthracite, et ça sera pour désigner les turbos dorénavant. La config est super jolie et vous avez une véritable prouesse technologique sur cette voiture. En fait, vous avez des suspensions, par exemple, quand vous allez freiner, normalement, la voiture pique un peu du nez, et bien là, elle va rester stable. Et pareil, quand vous allez accélérer, la voiture va rester stable. C'est un système de suspension hyper développé, et c'est pour ça que du coup, lors de son dévoilement, vous aviez une voiture qui pouvait faire, vous savez, comme aux États-Unis, là, sur les suspensions, je me rappelle plus comment on dit, mais voilà, vous aviez une voiture qui twerkait. C'était assez improbable. Je vous parle souvent de Touring Superleggera pour des collaborations, notamment avec Ferrari ou Alfa Romeo ou Aston Martin. Mais là, c'est une Touring Superleggera tout court, voilà. C'est pas une collaboration, c'est une Touring Superleggera tout court. Et il me semble que c'est sur base de F8, si je dis pas de bêtises. De F8, parce que j'en avais vu une à Paris, devant un hôtel. Et du coup, je m'étais intéressé, et il me semble que c'est sur base de F8, à vérifier. En tout cas, elle est super belle. Il n'y a pas beaucoup de recul, malheureusement, mais regardez de l'arrière avec cet aileron, ça fait vraiment prototype des années 40-50. Elle est... Oh, par contre, ouais, au niveau de la vision arrière, il n'y a même pas de caméra, je crois. Il n'y a même pas de caméra pour reculer, il y a un gars qui vous guide, parce que sinon... Bon, là, vous avez 2 pages d'histoire, 930 turbo et 935. Et finalement, là, c'était vraiment l'homologation, enfin les tests sur une voiture de série pour mettre des turbos sur une voiture de compétition. Donc c'est magnifique de voir le parallèle entre ces deux voitures. Celle-ci était surnommée Moby Dick d'ailleurs, pour la petite anecdote, et Jackie X avait couru sur l'une de ces voitures. Elle est trop belle, la 935. Il y a eu une réinterprétation dans les années 2019, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, la 930 Turbo, c'est vraiment pépite. Et on voit un peu le parallèle entre celle-ci et la 935. Celle-ci, la faiseuse de veuve, appelée comme ça grâce à son couple, ou à cause, ou grâce, comme vous voulez, à cause de son couple qui surgissait vers 4000 tours minute et d'un seul coup. Et là, vous voyez vraiment que c'est une carrosserie rajoutée par-dessus. Cet effet un peu long tail, c'est impressionnant.